Salam alaikum, Azul Flaouen, bonsoir. Certains titres de presse ont relayé des informations concernant l'ouverture d'une dizaine de dossiers par la justice judiciaire pour la sécurité de l'armée. Ces dossiers concernent l'une des plus dangereuses accusations que le pouvoir peut utiliser pour justifier le recours à la répression et à la violence. Des accusations qui traitent de crimes liés à la sécurité de l'État que les régimes dictatoriaux utilisent pour mettre à genoux l'émergence d'un État de droit et de liberté. Et derrière ces terrifiantes accusations se cache l'intelligence avec l'ennemi, le complot contre l'État, la haute trahison ainsi que la baisse du moral des troupes. Des accusations qui pourraient être dirigées contre n'importe quel homme politique, journaliste ou même n'importe quel citoyen, un minimum engagé. Puisqu'un simple commentaire ou publication sur Facebook fait office de pièce à conviction. Le plus dangereux est que les services de la police judiciaire travaillent en coordination avec l'ensemble de ces tentacules locales à travers le territoire national. Ce qui laisse présager que le pays est en passe de se transformer en une gigantesque prison à ciel ouvert, où toute activité non conforme avec la police secrète fait l'objet de répression. L'Algérie s'apprête à traverser une forte zone de turbulence du fait de la détermination de la junte militaire à maintenir l'omerta et à violer les droits et les libertés. Le régime souhaite, coûte que coûte, mettre sous surveillance militaire les Algériens pour que les indicateurs et les officiers puissent être l'alpha et l'oméga de leur propre avenir. Après s'être fait tout petit, voilà le retour remarqué de Ben Salah, qui a reçu le Premier ministre provisoire Nourdine Bedoui. Selon un communiqué de ce qui fut la présidence de la République, il s'agit d'une visite de routine qui permet à Ben Salah de suivre l'évolution du travail du gouvernement rejeté par le peuple. Des préparatifs pour la rentrée sociale ainsi qu'un aperçu des événements importants que vit le pays. Cet entretien entre ces deux grands responsables ne porte en réalité aucun signe particulier, si ce n'est un impératif protocolaire pour marquer le coup et faire apparaître les deux hommes ensemble. Preuve en image. Le chef de l'État provisoire ainsi que son Premier ministre font face à une situation tellement difficile à porter que des rumeurs disent qu'ils souhaitaient être démis de leurs fonctions. Les mêmes rumeurs ajoutent que Ben Salah et Bedoui subissent une grande pression qui les oblige à rester en fonction. En effet, en plus de l'incontestable refus dont ils font l'objet de la part du peuple, de leur illégitimité constitutionnelle, de leur mise en quarantaine, ils ne bénéficient d'aucune prérogative. Le pouvoir réel les force à rester en fonction, mais sans aucune marge de manœuvre. Bedoui a choisi de garder le silence et s'est silencieusement retiré de la scène politique. D'ailleurs, aucune activité n'a été enregistrée, si ce n'est les impératifs protocolaires. Ben Salah, quant à lui, a reçu un sacré coup de la part du chef d'état-major qu'il a disqualifié en le contredisant auprès du panel pour le dialogue et la médiation. Une humiliation au vu et au su de tous, à laquelle il n'a pas répondu et qui l'a poussé à se faire discret d'ailleurs. Nouveau coup de théâtre d'un autre côté, dans la crise de régime, la télévision nationale a annoncé en milieu de journée d'aujourd'hui qu'un mandat d'arrêt international avait été lancé contre l'ancien chef d'état-major et ancien ministre de la Défense, Khaled Nsar. En effet, le tribunal militaire de Blida a lancé ce mardi 6 août des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de l'ancien ministre de la Défense, Nsar, son fils Lotfi et Farid Ben Hamdine, président de la Société algérienne de pharmacie. Nsar est poursuivi par le tribunal militaire pour complot et atteinte à l'ordre public. C'est le troisième haut responsable sécuritaire à être poursuivi pour les mêmes chefs d'inculpation, comme Saïd Bouteflika, le frère de l'ancien président, comme Mohamed Medienne et Athman Tartag, les anciens responsables des services de renseignement. Khaled Nsar est poursuivi pour complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité du commandement d'une formation militaire, mais aussi atteinte à l'autorité de l'État. Comme eux, il est passible de la prison à perpétuité. L'ancien ministre de la Défense et ancien chef d'état-major est en Espagne.
Le tribunal militaire a donc lancé un mandat d'arrêt international. Le peuple algérien, de son côté, est unanime sur un seul constat. Le régime qui a produit des Nzar, des Belkhir, des Toufiq, des Touati, des Bouteflika, des Ouihya, des Tliba, des Gaïd Salah et beaucoup d'autres doit disparaître. Le combattre pacifiquement est une obligation patriotique, une obligation politique et une responsabilité historique. Le peuple est clair dans son slogan « Itnahaw ga'». Mais avant ça, les étudiants, dans leur 24e mardi de protestation, ont fait une énième démonstration démocratique et pacifique sans précédent. Des marches apaisées et déterminées portant les mêmes revendications et slogans fidèles à la Révolution. Des rencontres et des rassemblements dans les espaces publics pour discuter et débattre, pour s'exprimer. Tout simplement sur les sujets à l'ordre du jour. Les étudiants marquent le coup. Algérie, le peuple uni, le régime fissuré est le titre de notre émission de ce soir. Et pour en parler, comme d'habitude, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau un invité, Mehdi Bsikri, journaliste militant pour la démocratie. Mehdi Bsikri, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous. Avec nous aussi par téléphone depuis le Canada, je pense, l'Arbi Zouaïmia, analyste politique. Monsieur Zouaïmia, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum Azoul Fillaw. Wa alaikum salam Azoul. Avec nous aussi depuis l'Algérie, je pense que c'est un zone même, Saïd Aknin, militant pour la démocratie. Saïd Aknin, bonsoir. Bonsoir tout le monde, salam alaikum, Azoul Fillaw. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue aussi nos honorables invités, mon ami Mehdi et mon ami aussi Zouaïmia. Merci. Il y aura avec nous aussi Rachid Mesli, avocat et directeur juridique de la fondation Al-Karama, par téléphone depuis Genève. Et avant de commencer, Mehdi, on va regarder ce graphique justement concernant cette affaire, ou cette histoire de Bedoui et qui a été reçue par Ben Salah. Et on enchaîne juste après. Mehdi Bsikri, un président, un chef d'État qui reçoit un Premier ministre, les deux sont illégitimes. C'est quoi le message? Pour nous dire que tout va bien, que nous sommes en train de parler de la rentrée sociale, est-ce que tout va bien, suivre l'évolution du travail, du gouvernement? C'est pour continuer à vendre une certaine illusion.
Vous savez, le mouvement populaire refuse et rejette Ben Saleh et Bedoui pour la simple raison qu'ils ont fait partie du clan Bouteflika. Et en même temps, il faudrait savoir que Bedoui, avant qu'il soit ministre de l'Intérieur et juste après Premier ministre, il a été ministre de la formation professionnelle. Et cette promotion, elle a été effectuée grâce à Saïd Bouteflika, par l'intermédiaire de l'autre frère, Nasser Bouteflika. Et donc le peuple algérien retient toujours cette image que Bedoui a fait partie du clan de Bouteflika. Et également, c'est la même chose pour Ben Saleh et c'est également le même cas, la même chose pour Gaïd Saleh. Gaïd Saleh qui, depuis le 22 février et depuis le départ de Bouteflika, essaie de vendre ce concept de Issaba. Lui aussi fait partie de cette Issaba, même s'il essaye de dire aux gens qui s'y opposent. Maintenant, et Ben Saleh aussi faisait partie de la Issaba, et Bedoui aussi. Bien sûr, mais Ben ils sont Saleh, toujours là. Ben Saleh, il a été président du Conseil de la Nation depuis au moins 17 ans, oui. et c'est grâce à Bouteflika. Gaïd Saleh, s'il a été chef d'état-major, c'est grâce à Bouteflika, en 2004, lorsqu'il a remplacé Mohamed Lamari. Donc, c'est-à-dire que cette sortie, entre guillemets, protocolaire, pour dire aux gens que nous essayons de contrôler les choses et que nous pensons à vous et la preuve, nous sommes là pour parler de la rentrée Tout sociale. va bien, il n'y a pas de problème. Parce fait... que Mahdi aussi, il y a aussi plein de titres aussi, enfin depuis 2-3 jours, qui parlent aussi et surtout l'Almas d'ailleurs, je pense que c'est le premier qui a parlé de ce sujet, qui dit qu'il y a un problème au sommet de l'État entre l'état-major et Ben Saleh. Sincèrement, moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème entre l'état-major et la présidence, parce que, disons que le système est l'éteint, d'accord. En fait, aujourd'hui, nous avons le système d'un côté et le peuple algérien de l'autre. Quand je parlais de sortie protocolaire, en fait, tout ça, c'est pour dire aux gens que nous sommes présents. Oui, mais vous êtes présents, mais il faut voir ce que dit la société algérienne depuis le 29 février. Oui, elle vous rejette. Et quand on dit elle rejette, ça ne veut pas dire qu'elle pense à l'exécution ou bien elle pense à la pendaison. Non, elle demande juste votre départ. Maintenant que Gaïd Saleh soit, disons, est en conflit avec la présidence ou bien le Premier ministère, disons que si ça existe, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Nous, je pense qu'on devrait rester sur l'optique du mouvement populaire qui demande le départ des symboles du système pour passer à autre chose et pour que la transition politique s'ouvre de manière officielle et dans la transparence. Larbi Zouaïmia, sur le même sujet, est-ce que Ben Saleh et Bedoui subissent vraiment une grande pression qui les oblige à rester en fonction ou le contraire à partir ? Je ne sais pas, moi, s'ils subissent une pression, je n'ai aucune idée. Certainement, ils sont dans un jeu quelque part. Je ne sais pas c'est quoi le rapport entre exactement Gaïd Saleh. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit entre Gaïd Saleh et Ben Saleh et Bedoui. Mais de toute manière, cette architecture, cet échafaudage d'un gouvernement d'écho, de chambre à écho qui exécute, qui est soumis à une autorité militaire et un président aussi qui est en train de jouer un petit peu la face de l'épicerie, parce qu'il y a des gens dans l'arrière-boutique qui manipulent, qui ont un plan et ils sont pilotés par Gaïd Saleh. Maintenant, les rapports, est-ce qu'ils résistent, est-ce qu'ils n'existent pas? Certainement. Même s'ils veulent quitter, ils ne peuvent pas. Peut-être qu'il a les représailles en main, lui, parce qu'il s'agit aussi de gens corrompus, de gens qui sont impliqués. La majorité des gens sont impliqués. Donc, on essaye une partie de la bande de la faire, une partie, ce qu'on appelle technique de l'ancienne bande à peu près, on essaye un petit peu de l'outiller, de l'utiliser en vue d'aller à ce remplaçant, à ce président fantoche, à ce président parachuté que Gaïd Saleh veut imposer aux Algériens. Monsieur Zouaïmia, c'est quoi le message lancé quand on regarde ces images où Ben Saleh reçoit Bedoui et
on le sait tous aujourd'hui, les Algériens, on n'a pas besoin de le rappeler à chaque fois que l'Algérie, la rue, le Hirak, la révolution demandent le départ de tous ces figures du régime. Mais ils sont là, c'est quoi le message? Ils sont là parce qu'ils ont l'habitude de faire le bruit des casseroles, de la vaisselle à la cuisine. Ils sont là parce que pour prouver qu'ils sont là, voilà. Ils sont dans leur métier de faire ce jeu-là, de quelqu'un qui reçoit je ne sais pas qui que ce soit, mais cette continuité un petit peu factice. Il s'agit d'une continuité, pour nous elle est factice, mais elle est là. Il faut qu'ils trouvent des choses, d'occuper la télévision et aussi de démontrer qu'ils sont en train de gérer. Voilà, c'est ça, c'est un jeu. Maintenant, la problématique actuelle, c'est que, justement, c'est un pouvoir et c'est un régime militaire qui s'installe. Je ne peux pas dire un système, il s'agit d'une personne, quand Gaïd Salah, à peu près, qui est en train de structurer une petite caste militaro-civile qui faisait partie de l'ancien régime, et il a un plan, il veut passer en force, il ne peut pas céder parce que ça va de sa vie, de son futur. Donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'ingrédients, beaucoup de pièces de théâtre, un montage qui se fait par là, mais maintenant c'est les conséquences, maintenant c'est l'influence que subit le mouvement populaire, surtout à l'intérieur du pays. Quand même, Gaïd Salah a une capacité de nuisance parce qu'il est en train de tirer, de faire flèche de tout bois, de faire feu de tout bois. Oui. Parce qu'actuellement, on voit aussi qu'il y a des répondants à Gaïd Salah qui essaient d'occuper, et même dans le cas échéant, de se structurer en tant que conférence nationale de Hiwar en parallèle, et par voie de conséquence, Gaïd Salah peut imposer son président, c'est ce plan-là. Maintenant, ce qui est important, on essaie de parler toujours, les attitudes antidémocratiques que j'ai vues dans YouTube concernant des gens que les Darouraït Abdelhamid Badis, c'est une attitude antidémocratique. On ne peut pas empêcher les gens de venir parce qu'ils brandissaient une pancarte Ben Badis. C'est des Algériens, je ne fais pas de lecture. La lecture politique, peut-être il s'agit de la manipulation faite par un mouvement de bonne intelligence, mais c'est des citoyens, quel que soit, je ne peux pas faire de la lecture, étant donné qu'il s'agit d'un hirak. La rue, elle est inaliénable, c'est un hirak et tout le monde apporte. Les gens ont le droit de brandir Abdelhamid Ben Badis ou la Bachir Ibrahimi. Il faut qu'ils vivent leur liberté. Comme moi, que je veux que défier ce Gaïd Salah en brandissant Raïl Amaziria. Donc, et pour moi, et pour les autres, justement, on ne doit pas agir comme fait le système. On doit vraiment s'en tenir à l'idée démocratique et d'essayer d'argumenter. Nous n'avons pas un Kalachnikov ici, on essaie d'argumenter tout en étant tolérant avec tout le monde, tout en étant aussi être simpliste, modeste et avec humilité, car nous sommes aussi des Algériens et les autres c'est des Algériens. C'est ça, on combat un régime militaro-civil, cette nouvelle caste, avec l'argument, avec l'expression démocratique et de permettre de la façon qui permet à tous les Algériens, quelle que soit la secte à laquelle ils appartiennent, quelle que soit leur doctrine, de s'exprimer, de brandir ce qu'ils veulent, parce que nous agissons en fonction de ce qu'on a trouvé dans notre pays. L'Amaziria, elle est dans notre pays. Nous n'avons pas déplacé des pierres de l'Italie. Les gens de Ben Badis, c'est une figure historique. Tous les gens doivent se reconnaître. C'est impératif. C'est très impératif. Oui. Parce que si... Attendez, juste une seconde, s'il vous plaît. Parce que c'est très important. J'ai reçu un petit peu des colibés à peu près lorsque j'ai dit les gens ont droit. Nous devons comprendre que combattre ce régime, c'est le combattre avec l'argument. Oui. Voilà. Combattre ce régime, c'est respecter la liberté des autres. Tout le monde a le droit de brandir ce qu'ils veulent, à l'exception, ni un drapeau d'un État souverain ou un président d'une entité étrangère. Les Palestiniens, ils n'ont pas de terre, c'est correct, c'est tolérable. Mais tout ce qu'on a trouvé en Algérie, islamiste, patrimoine religieux, patrimoine patriotique, patrimoine de la révolution, Zabana, Ben Mehdi, Abben, tout le monde, Toyour, Idafou al-Mouhit, Idafou al-Aitam, tout le monde. C'est Hirak, on move, we express.
هذا ما كان نعبر ونتحرك إلى أن نصل jusqu'à ce qu'on arrive un peu à essayer un petit peu à trouver une décontation et de faire face aux manœuvres qui visent exactement ce qu'on appelle cette ossature fondamentale qui est l'Irak. Restez avec nous, M. Zouaïmia. Saïd Aknin, en plus de l'incontestable refus justement dont ils font l'objet donc de la part du peuple, de leur illégitimité constitutionnelle, de leur mise en quarantaine aussi, ces deux personnes, enfin ce gouvernement, ce régime ne bénéficient d'aucune prérogative. Pourquoi sortir comme ça à chaque fois et nous dire que voilà, nous sommes là? Vous savez, ça a un double sens. Mais avant que je commence mon intervention, je salue chaleureusement tous les téléspectateurs et je remercie tous ceux qui m'ont ouvert leurs bras, tous ceux qui m'ont souri, tous ceux qui m'ont accueilli. Le peuple reconnaît les siens. Nous sommes dans une situation où il y a deux prismes d'analyse. Le premier, c'est de venir du régime et des luttes claniques avec tout ce qu'il y a comme élément de tromperie nationale, de comédie, de théâtre nauséabond. Sinon, la question qu'il faudrait se poser, quel sens a un Premier ministre illégitime, un chef d'État illégitime, quand ils vivent dans une certaine forme de semi-clandestinité? Le salon ne fait pas le pays. Le palais du gouvernement ne fait pas le pays. Le pays, c'est les villages. Le pays, c'est les communes. Le pays, c'est les daïras. Le pays, c'est les wilayas. Le pays, c'est la rue. Et tous les vendredis, tous les mardis et tous les jours, la rue, elle s'exprime et elle accueille à bras ouverts ses enfants. Maintenant, pourquoi qu'ils se réunissent, sachant qu'ils n'ont aucun sens? C'est parce que, d'abord, la question qu'il va falloir se poser, comment se fait-il qu'ils se sont retrouvés à ces places? Il y a ce qu'on appelle des critères d'entrée. On ne peut pas être ministre, on ne peut pas être si on n'accepte pas de soumettre à un ordre, de recevoir des ordres. Allô? Saïd, on vous écoute. Alors, de recevoir des ordres, c'est-à-dire l'un des critères d'entrée, c'est parce que ni Ben Salah ni Bedoui ne représentent absolument rien dans l'échiquier politique et dans la sphère décisionnelle. La rue, l'intelligence collective, le génie populaire ne s'adresse plus aux potiches, ne s'adresse plus aux larbins, ne s'adresse plus au moindre virgule dans un texte. Il s'adresse au vrai pouvoir en Algérie, à savoir le commandement militaire. Maintenant, le double effet dont je parlais, c'est que c'est pour juste qu'ils se rassurent. La deuxième des choses, mais ils n'ont jamais existé autrement. Je m'explique. Oui. Est-ce qu'un jour, et depuis l'indépendance confisquée à aujourd'hui, un Premier ministre, ou un ministre, ou un chef d'État a existé en dehors des sphères luxueuses des salons de l'Algérois? Ils n'ont jamais existé. Ils sont complètement coupés des réalités sociales et des réalités du peuple. Par conséquent, leur réunion aujourd'hui n'a aucun sens à partir du moment que la rue ne lui a pas donné du sens. Le seul sens aujourd'hui, la seule portée politique, portée sociale, portée éthique, portée révolutionnaire, elle est dans la rue. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le concept Isaba est un concept corrupteur. On essaie de corrompre la société pour dire que voici le 22 février, le 16 à Kharata, le 17 à Khouchlaï à Paris et le 22 sur tout le territoire national, nos frères algériennes et algériens sont sortis pour lutter contre la corruption. D'où l'invention de ce terme
qui définit simplement une certaine composante. Mais le peuple, le génie populaire, qui l'avait dit le 22 février, et système héros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple algérien, il s'adresse aux entreprises de construction et de fabrication, à la fois de corruption, à la fois de corrupteurs, à la fois de l'échec national. Et ces entreprises, c'est quoi? C'est le FLN, c'est le RND, c'est TED, c'est le MPA, c'est toutes les associations à gauche et à droite qui font... c'est tout ce système tentaculaire qui a construit la situation où on est arrivé aujourd'hui. Et la situation, elle est scindée en deux. Il y a la crise du régime et il y a la révolution populaire. La crise du régime, elle est porteuse de menaces, elle est porteuse de déstabilisation, elle est porteuse d'échecs. La révolution du peuple, c'est la solution. À moins que, à ce qu'il y ait cette prise de conscience, s'ils en ont encore de la conscience qu'il leur reste, parce qu'il y avait réellement de conscience, ils ne seraient pas réunis. Ils auraient, s'ils avaient la moindre dignité et le moindre patriotisme, le moindre courage et la moindre responsabilité que les étudiants en ont aujourd'hui, que la jeunesse qui est l'avenir du rêve à l'Algérien en ont aujourd'hui. Saïd Akinin, on va revenir justement au sujet des étudiants, mais et là on passe peut-être par, il faut qu'on avance un petit peu, Mahdi. Là on passe à ce sujet justement de la police judiciaire, ces dossiers qui sont ouverts par la police judiciaire pour la sécurité de l'armée. Maintenant on commence à fliquer les gens, et tous les citoyens. Pour un statut Facebook, on peut être arrêté, on peut pour menace à l'autorité, pour atteinte à l'autorité, atteinte à la nation. C'est grave. Est-ce que c'est leur nouvelle manière justement de s'attaquer à la révolution, Hirak? En fait, c'est peut-être une nouvelle manière pour Gaïd Saleh et compagnie, mais pour le système, ce n'est pas nouveau. On se souvient durant l'époque de Bouteflika, oui, dans un récent passé, c'est-à-dire n'importe quel citoyen algérien qui donnait son avis sur telle ou telle position ou sujet, ou bien s'il dénonçait le système ou s'il dénonçait le régime, il y avait une forte probabilité qu'il soit arrêté et des fois même, nous connaissons certaines personnes qui ont été emprisonnés. Bien sûr. On utilisait souvent, enfin le système utilisait souvent l'accusation d'attroupement non armé, parfois attroupement armé, parfois incitation à illégal, et ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Aujourd'hui, ça veut dire peut-être que la terminologie, la lexicologie change, mais le procédé reste le même. Et c'est quoi la stratégie du système? C'est d'utiliser ou bien de réutiliser la carte, parce qu'elle n'avait pas réussi auparavant, de réutiliser la carte de l'intimidation, la carte de la peur, mais encore une fois, cette carte et cette méthode ne va pas, ce sera un échec, ils ne vont pas réussir, pour la simple raison que les citoyens algériens sont aujourd'hui déterminés. Il faudrait qu'ils comprennent qu'il y a un avant 22 février et il y a un après 22 février. Aujourd'hui, on ne peut pas... oui, mais ça, c'est l'armée qui fait ça, Mahdi. Peut-être c'est ce qui est nouveau aussi. C'est que c'est la police judiciaire pour la sécurité de l'armée. Mais comment un citoyen pourrait toucher à la sécurité de l'armée? L'état-major de l'armée a toujours été le pouvoir réel en Algérie depuis 1962. Voilà, ça il faudrait toujours rappeler cette... Basique. C'est basique, c'est bien de le rappeler. En même temps, l'état-major de l'armée, alors, sans oublier que l'armée n'a pas à s'ingérer dans le politique, dans le judiciaire, ni dans le médiatique, et ainsi de suite. Ça, c'est la philosophie globale. Mais ces pratiques de l'état-major de l'armée s'inscrivent bien entendu contre le mouvement populaire, contre et dans la continuité du système aussi. Mais c'est le système. Le système, c'est une mentalité. Le système, c'est une matrice. Le système, ce n'est pas seulement un personnel politique. Et qu'est-ce qui permet à un système de se pérenniser? Ce sont effectivement des mécanismes législatifs et constitutionnels qui sont rédigés par ce même système
Et en même temps, il y a une clientèle qui fait partie du régime. Maintenant, si le peuple algérien, depuis le 22 février, bien entendu, depuis de longues décennies, mais si on se concentre sur la date du 22 février, ce que le peuple algérien aspire à une rupture radicale avec le système, un réel changement du système, non pas à l'intérieur, mais en dehors du système. Ça veut dire que la transition politique que voudraient les citoyens algériens, c'est une transition véritablement politique et démocratique qui mènerait vers une transition économique, vers une transition énergétique, vers une transition culturelle. C'est-à-dire, en fait, il y a un sujet qui ramènerait un autre, un point qui engloberait un autre. Et en plus de ça, ceux qui ont peur du mot transition, mais ça, c'est ça parce que ça a été diabolisé par le système, il faudrait juste revenir à la racine du mot. C'est quoi transition? Transition, c'est le passage d'une phase à une autre. Même dans la langue arabe. Quand on parle de intiqal, c'est quand on revient à la racine du mot, ça veut dire c'est une transformation qu'on espère constitutionnelle et institutionnelle, c'est une transformation politique et le plus important, c'est que chacun de nous peut avoir une perception, peut avoir sa propre perception de la situation politique ou bien sa propre analyse. Mais généralement, on converge vers un but. C'est celui de la rupture radicale avec le système. On espère tous un État correct, on espère tous un État de droit, on espère tous une justice indépendante, on espère tous que les contre-pouvoirs soient indépendants et autonomes et que le président de la République que la Constitution n'accorde plus de larges prérogatives au président de la République, que dans la Constitution, on espère qu'il y ait la définition claire et bien définie du rôle de l'armée et des mukhabarat. C'est-à-dire, il faudrait juste une phrase. L'armée s'occupe de la protection et de la surveillance des frontières. Et on pourrait même dire des 3 territoires. Ça veut dire terrestre, marin et aérien. Ça s'arrête là. À partir de là, quand on définit le rôle de l'armée et des services de renseignement, on peut dire qu'on est passé de manière graduelle, bien entendu, vers une autre étape pour concrétiser l'état de droit. Mais si le système, à travers l'état-major, ou bien même à travers les mukhabarat, ou bien même à travers d'autres tentacules, continue à s'opposer aux revendications du mouvement populaire, il ne faut pas oublier qu'il y a le système d'un côté, avec sa clientèle qui ne dépasse pas les 2 millions, et en face, il y a des millions et des millions d'Algériens. Il y a tout un peuple, oui. Il y a tout un peuple. Donc, je pense qu'il faudrait que tout le monde au sein du système soit raisonnable, parce qu'en fait, le peuple algérien, est-ce qu'il est sorti pour exterminer, ou là pour pendre, ou là pour juger, ou là pour allumer les bûchers afin d'organiser des autodafés? En tout cas, le peuple algérien... Pas pour se retrouver emprisonné parce qu'il a publié un petit post sur Facebook. Certainement, الشعب الجزائري خرج بقلب بيض قال باللي ملينا منكم حبينا التغيير. Voilà, on en a marre de vous, on en a marre de vos pratiques. Nous voulons un pays correct, un état de droit. Comme on dit Ibn Khaldoun, العدل أساس الملك, c'est-à-dire la justice, c'est la base de la gouvernance. C'est vrai. Donc, je pense que cet entêtement du système, le fait de continuer à emprisonner de simples citoyens parce qu'ils ont vendu un drapeau amazigh, ou là parce qu'ils ont vendu un pins, ou là même il y a un vendeur de pain mesquin, il a été emprisonné. Vous vous rendez compte? Donc je pense que ça démontre que le système il est acculé et qu'en fait c'est le peuple algérien il est en train de gagner. Ça ne montre pas que le système est en train. Absolument, oui. Ça montre pas que le système est en position de force. Non, ça démontre clairement que le peuple algérien est en train de gagner. Leur réaction renforce le hirak, à chaque fois en tout cas. En fait, cette réaction qui ne répond à aucune logique démontre clairement que le peuple algérien il continue à gagner des acquis, à réaliser d'autres points. Donc je pense qu'il faudrait faire preuve de patience et que la victoire elle est inéluctable tout simplement. On va regarder ce graphique justement sur ce sujet et après on passera à l'Arabie Zouaïmia.
Larbi Zouaïmia, ce qui est très dangereux justement avec cette police judiciaire, ces dossiers qui viennent d'être ouverts, c'est que ces services justement travaillent avec des services locaux. Ils veulent donc faire de l'Algérie une prison à ciel ouvert. C'est Hussein, tellement ça me fatigue cette littérature de l'armée, du commandement de l'armée ou de la personne qui est en train de filer du mauvais coton. Vraiment, l'ignorance a colonisé l'État. Wallah al-azim, عيب علينا يعني. ولينا نشفوا يعني في الكل. Ce qui fait de principe, sur le point de principe déjà. Je suis contre qu'une entité militaire, quel que soit son statut, arrête un civil. Ouais. Pour les questions de sécurité nationale, nous avons un corps de la gendarmerie, qui on peut le considérer comme un corps fédéral, qui peut se doter d'un service comme le FBI se spécialise de la sécurité intérieure. Et que la personne incriminée ou accusée doit avoir le droit à une défense pleine et entière et que sa famille immédiatement avisée. Et ensuite, c'est le juge qui décidera de la nature du procès. Est-ce qu'il est clos, semi-clos, je ne sais pas quoi. Maintenant, concernant le contre-espionnage, l'armée peut se doter d'un service qui agit à l'extérieur des frontières de l'Algérie. Mais un civil exposé comme ça, des Algériens encore, un général-major qui vient de découvrir le monde, qui comporte des œuvres et des maisons, c'est aller vers des situations catastrophiques, même si je sais qu'il ne va pas réussir. Ça ne va que nous créer des problèmes, nous affaiblir davantage. Les questions maintenant, les intitulés. Justement, si cette littérature de bas-fond, archaïque, c'est du coq-à-l'âne, c'est la mise en capilotage du judiciaire, le mu'amara, le ta'amr, je ne sais pas quoi. Ça, c'est Staline ou Laouchéou. Nous voulons construire un État moderne. Et l'État moderne, un État moderne, c'est quoi? C'est justement, c'est l'inviolabilité des droits de l'homme. Ce n'est pas comme ça à l'emporte-pièce et on va encore vivre dans le foisonnement, le cloisonnement, le labyrinthisme des mouchards, des contre-mouchards, des gens qui vous espionnent. C'est grave ce qui se passe. Si quelqu'un a des intentions, si quelqu'un veut faire un président, veut imposer un président à Al-Jazairien, ce n'est pas de cette manière. Parce qu'il récoltera que le désespoir plus tard. Il le récoltera. Pourquoi? Déjà, c'est quoi tes justice? C'est quoi tes justice? Je connais justice dans le Congo. C'est se moquer de l'intelligence des gens. Est-ce que les puissances occidentales ont recours, comme au XVIIIe siècle, à envoyer des commerçants pour compter les bateaux du dé d'Alger? Nous avons eu une expérience avec les Américains, les premiers à avoir tenté d'espionner en 1785 les États-Unis. Ça, c'est 200 ans avant. Maintenant, le monde occidental, surtout la Grande-Bretagne, l'Australie avec le système UKSA, je ne sais pas quoi, les États-Unis, le Canada, ces 5 entités ont le globe en leurs mains. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Alors, on se rappelle peut-être dans les années 2000, quand Condoleezza Rice a demandé au ministre russe des Affaires étrangères de communiquer aux États-Unis les achats algériens en Hollande. Mais maintenant, ils le savent. Et c'est démodé. Il se peut peut-être qu'il y a une tentative de toucher la sécurité nationale, je ne sais pas, d'un foot, je ne sais pas quoi. Ça doit être simplifié, un service rattaché à la gendarmerie qui s'occupe de l'arrestation et de la poursuite. C'est ça ce qu'on... Mais maintenant, ces formules de 1960, pire que 1976, de l'Argentine, il ne reste plus de dictature en Amérique latine. Ces formules rétrogrades, d'Ihana, parce que tout simplement les gens ont dit à Gaïd Salah, ce n'est pas comme ça, il faut pas te foutre à l'intégralité. Il doit être raisonné. Il n'arrivera pas à ses desseins. Parce qu'il s'agit d'une nouvelle génération. Il s'agit d'une autre époque. Il s'agit d'autres... Nous sommes dans un autre temps. Les Algériens ont le droit de s'exprimer. Les Algériens ont le droit de manifester pacifiquement. Et personne ne placera l'Algérie en marche arrière.
J'ai lu tout à l'heure que إهانة المساس بالجيش. On a, même pas en Pologne de Jaruzelski, on a vu ça. C'est quoi ces formulations? Comment pouvez-vous démontrer ça sur le plan juridique? Comment vous pouvez démontrer ça? C'est ce qu'on appelle, c'est le vague, c'est le sibyllin d'une caste qui est en train de se former et qui ne comprend pas jusqu'à présent qu'elle est en train de pousser l'Algérie vers des problèmes. Et nos problèmes déjà, nous craquons sur les problèmes économiques, financiers, de gestion, d'investissement, de chômage, d'université, d'eau, d'environnement. Nous craquons sur les poids. Nous n'avançons pas. Nous sommes fixés. Nous n'avançons pas. On n'a rien du tout. Nous n'avons même pas 1 millimètre dans le commerce international. Ouais, Ce sont ça les vrais problèmes. Restez avec nous, M. Zouaimia. On va demander à Saïd Akinin sur le même sujet. Saïd Akinin, derrière ces accusations justement terrifiantes, se cache l'intelligence avec l'ennemi, le complot contre l'État, la haute trahison, la baisse du moral des troupes. Comment voyez-vous tout ça? Vous savez, tout ça, c'est des instruments de contre-révolution. La contre-révolution, elle est bâtie par un certain nombre de mécanismes à la fois psychologiques et à la fois opérationnels. Psychologique, c'est justement tout un certain nombre d'instruments à la fois juridiques et de l'accompagnement pour l'opérance, à la fois une justice et des forces de l'ordre qui sont transformées en forces de répression. Ces éléments, je croyais qu'ils appartenaient à un siècle qui est révolu, qui est dépassé. Mais quand on a des hommes et des femmes qui ont squatté le pouvoir et qui fonctionnent avec un logiciel complètement désuet, complètement dépassé face à une jeunesse qui est porteuse d'espoir et d'espérance, qui est porteuse de modernité. Et quand les instruments juridiques issus de la loi fondamentale ou inspirés de la loi fondamentale leur donnent la possibilité justement de la construction des domaines de la peur pour pouvoir empêcher le peuple de construire son pays, pour l'empêcher d'aimer son pays, pour l'empêcher de vivre son pays, pour l'empêcher de vivre dans son pays. Aujourd'hui, il y a la problématique, elle est très simple. Il y a un groupe qui s'est accaparé. D'ailleurs, Feu Hussein Kamel le disait, la seule mafia au monde qui a un État, un emblème, un hymne, un territoire, voici vers quoi on est arrivé. Et ils utilisent, est-ce que c'est normal que la Cour suprême vient de lui confirmer 6 mois de prison et qu'un jeune ou un emblème, il est condamné à 10 ans de prison? Regardez la dichotomie qu'il y a. Regardez le stade avancé de l'indigence où ils sont arrivés. Regardez l'état de panique où ils sont arrivés. Regardez leur volonté d'en finir avec la révolution du peuple algérien, celle de lui remettre les clés de son pays entre ses mains. Mais c'est là où se pose justement le génie populaire. S'il avait transposé le véritable problème en disant le peuple algérien veut l'indépendance. Ça, c'est une phrase qui a un énorme sens. Ça veut dire que tout est à rebâtir à zéro, que le rôle de l'armée doit être d'abord défini, que la justice, elle ne doit pas avoir des possibilités de construire des domaines de répression, de construire des intervalles lui donnant la possibilité de mettre fin à une dynamique citoyenne pour se réapproprier son pays. Que les forces de l'ordre ne vont pas être transformées en forces de répression, comme dit Karl Marx.
ainsi de suite. C'est toutes ces problématiques. Et cette problématique, c'est pas, elle vient d'où? Elle découle d'où? Elle découle du fait qu'il y a un pouvoir légitime qui croit que le peuple lui appartient, qui croit que le peuple est inférieur, qui croit que le peuple ne peut pas réfléchir, qui croit que la force, que le pouvoir de la force est supérieur au pouvoir du peuple parce qu'ils sont illégitimes. Si réellement l'actuel chef de l'État et l'actuel Premier ministre, s'ils avaient une once de dignité, ils n'auraient jamais montré leur visage aux caméras. Bien que toute cette théâtralisation, elle est destinée à une certaine forme de consommation extérieure pour dire que voici, tout fonctionne. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus mentir comme ils ont menti avant. Et il y a le peuple, il y a le commandement militaire qui agite, la justice qui agite les marionnettes à tous les niveaux. C'est à grande échelle, des marionnettes à grande échelle. Restez avec nous, Saïd Aknin, restez avec nous. Il faut qu'on avance un petit peu. On passe au sujet des étudiants. Est-ce qu'on a un graphique sur la marche d'aujourd'hui ou des images justement de la marche, de la manifestation des étudiants aujourd'hui? Et on continue. Mehdi, le Hirak continue donc dans la joie, la bonne humeur. Les étudiants sont là chaque mardi pour scander justement les slogans que tous les Algériens scandent chaque vendredi aussi. Eh bien, là, ce sont là les indicateurs qui nous montrent que la révolution citoyenne enclenchée depuis le 22 février va aboutir, va réussir. Oui. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas de l'optimisme pour être, juste pour dire de belles choses. Non, c'est une réalité. Aujourd'hui, les citoyens algériens sont déterminés pour qu'il y ait une rupture radicale avec le système, pour qu'il y ait un véritable changement du système et pas dans le système. Oui. Et aujourd'hui, quand nous regardons les images et les vidéos des étudiants, c'est la beauté de cette révolution. Oui. Chaque mardi, les étudiants qui battent le pavé pour rappeler que la jeunesse algérienne ne veut plus de ce système, ne veut plus de ces symboles du système, veut un changement réel et pas un semblant de régime. Donc je pense qu'en plus de ça, qu'est-ce qui est positif avec les étudiants algériens, c'est qu'aujourd'hui… Il y a des débats aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué ça sur… Il y a des débats, il y a des prises de parole. Et pas seulement hier, c'est-à-dire depuis le commencement. Oui. Non, mais ce qui est… C'était aujourd'hui, oui. Oui, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants… ils seront la future classe politique. Ouais. C'est la nouvelle génération politique. Des jeunes qui ont entre 18 ans jusqu'à 30 ans. Hein, aujourd'hui, ils se sont réappropriés l'espace public, ils se sont réappropriés les concepts politiques pour libérer l'État. Aujourd'hui, la révolution citoyenne du 22 février, elle a permis à toute une jeunesse algérienne de se former, non pas dans le tas, moi j'aime pas cette expression, mais non seulement de connaître les différents blocs estudiantins à travers le pays, et puis de mettre fin à cette peur, de mettre fin à ces obstacles. Auparavant, nous avons assisté à des manifestations
entre guillemets, corporatistes des étudiants, c'est-à-dire il y avait les médecins résidents, il y avait les biologistes, il y avait les pharmaciens, mais auparavant, c'était peut-être des manifestations corporistes, mais elles avaient un cachet politique. Absolument. Mais depuis le 22 février, les étudiants, on peut dire que c'est la flamme de cette révolution. Sincèrement, quand on voit ces images, on peut dire que la révolution va réussir. Maintenant, pour la suite du moment, moi je pense qu'il ne faudrait pas paniquer. Pourquoi paniquer alors qu'il y a des millions de citoyens dans la rue? Donc je pense que rien n'est encore fini, il faut être patient. Un processus révolutionnaire, ça dure dans le temps, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis, il n'y a pas seulement la révolution politique, il y a aussi la révolution culturelle qui nécessite également une nouvelle génération, c'est-à-dire une révolution culturelle. À la différence de la révolution politique, elle dure au moins 25 ans, 30 ans. Donc il faut être patient, c'est-à-dire que dans toutes les sociétés du monde qui ont connu des processus révolutionnaires, et ça n'a pas été réalisé du jour au lendemain. Je redis, je le répète, il y avait un avant 22 février et un après 22 février. Donc je pense que le système, il est juste en train de perdre du temps. Il devrait écouter les aspirations du mouvement populaire, de la révolution citoyenne. La revendication, elle est toute simple. C'est le changement radical, c'est-à-dire un état de droit, une justice indépendante, des contre-pouvoirs indépendants, pour qu'il y ait une véritable séparation des pouvoirs, pour qu'il n'y ait aucune interférence, et que une armée pour qu'elle soit forte, ce n'est pas une armée qui s'embourbe dans des calculs politiciens ou bien dans des scénarios interminables. Une armée forte et des services de renseignement forts, c'est ceux qui sont neutres. Justement, pour rester dans ce sujet, l'armée, vous parlez de l'armée, l'édito de Al-Jaish, justement, qui est paru aujourd'hui, du mois d'août, a rejeté encore une fois les préalables et toute négociation pour le dialogue, et il parle des élections présidentielles et rien que les élections présidentielles. Et bien là aussi, le système, par le biais de l'état-major, ils font fausse route. Ils font fausse route. Pour la simple raison qu'on ne peut pas aller à des élections présidentielles, non seulement avec l'actuelle Constitution, qui délègue de larges prérogatives au président de la République, et la présidente de la République, elle est prise en otage par l'état-major, parce qu'en fait, la structure pyramidale du système, c'est quoi? C'est que pourquoi le système voudrait concentrer les pouvoirs autour d'une seule personne qui est président de la République? C'est parce que si ces pouvoirs étaient répartis entre différentes strates ou bien entre différentes entités ou bien à travers les territoires et les entités administratives locales, l'état-major et les mukhabarat ne peuvent pas avoir cette même mise sur le pays et sur l'État. Donc, ils concentrent tous les pouvoirs autour du président de la République et en retour, ils font de ce président de la République ce qu'ils veulent. Après, bien entendu, Bouteflika, il a fait ce qu'il a fait. On ne dit pas que ce n'est pas pour disculper Bouteflika, non. Il a fait beaucoup de mal au pays, lui, ses frères et ainsi de suite. Non, la question n'est pas là. Oui. Mais juste pour vous dire qu'au niveau de la pyramide du système, cette concentration des pouvoirs, il faudrait que ça finisse. Il faudrait qu'on mette un terme à cette concentration de pouvoir. Aujourd'hui, l'Algérie, elle a besoin d'une décentralisation et d'une déconcentration. Il faudrait que les entités locales, il faudrait déléguer des pouvoirs aux entités locales pour que les citoyens algériens, à travers toutes les wilayas, puissent exercer réellement leur citoyenneté. Aujourd'hui, pourquoi un wali, par exemple, qui est nommé par exemple président de la République, pourquoi le wali peut mettre fin à un président d'APC qui est, lui, c'est-à-dire officiellement élu par les citoyens de sa commune? Comment, par exemple, aujourd'hui, un chef de daïra, comment ça se fait qu'il peut bloquer des projets qui ont été proposés par le PAPC? Donc, je pense que... Et sinon, Mahdi, parce que vous êtes journaliste, est-ce que c'est normal que la revue Al-Jaish, justement, s'immisce de ces sujets politiques et parle que politique? Non, non. Les détails, ils parlent que de ça. Non, que du dialogue. Non, l'armée, c'est-à-dire, mais ça, franchement, normalement, on ne devrait plus en parler, justement. Il est là le problème, il est là le malheur. C'est-à-dire, nous sommes en 2019. Comme on dit, une armée n'a pas à s'ingérer dans le politique, ni dans le médiatique, ni dans le judiciaire. Une armée, son rôle, c'est la surveillance et la protection des 3 territoires aériens, marins et terrestres au profit de l'État et des citoyens algériens. Et c'est ça une armée forte.
Si nous, on veut que l'armée algérienne soit forte, mais pas avec cette mentalité, pas avec ce logiciel de réflexion, pas avec ces pratiques dictatoriales. Une armée forte, c'est celle qui s'occupe que de la protection du territoire et des services de renseignement forts, c'est ceux qui s'occupent que de l'espionnage et du contre-espionnage pour le bien du citoyen algérien et pour le bien de l'État. La neutralité permet une puissance à l'armée et aux services de renseignement, mais uniquement au bénéfice des citoyens. On va demander ça à l'Arbi Zouaimia. L'Arbi Zouaimia, les étudiants donc, sont sortis aujourd'hui pour, comme chaque mardi, et l'un des slogans phares, c'est justement Madaniya Machi Askaria, pour un État civil et non un État militaire. Sauf que la revue de l'Jeish, justement, l'édito qui vient de paraître aujourd'hui, réaffirme son opposition à tout préalable et négociations et parle d'élections présidentielles et rien que l'élection présidentielle. Je voudrais signaler quelque chose par rapport à Majalit al-Jeish, la revue El-Jeish. Sur le plan de la communication, je ne sais pas, ces gens-là, ils ont fait l'université où? C'est vraiment du bouillon presque. Même la présentation, même, je ne sais pas, c'est une littérature du FLN de 1900, je pense, 81-82. L'Aswat al-Na'iqa. Ce n'est pas du journalisme, premièrement. Ce n'est pas de la communication. Et ce n'est pas une revue. Une revue militaire, c'est une revue qui doit être consacrée aux questions techniques, à la modernisation, à des trucs se rapportant aussi au personnel militaire, leur vie, leur retraite, leur truc, à la technologie, je ne sais pas. Mais bon, nous sommes dans une situation, c'est-à-dire, c'est pas maintenant que le Guet Salah va demain nous dire, voilà, aujourd'hui je ne veux plus parler de politique. Nous faisons face à des gens cyniques. Même si, quand vous aviez dit Talaba Igolo, Madaniya, Mish Askaria, ils s'en foutent. Parce qu'il y a lui ici, il y a le monde. Même déjà, en termes de présentation, c'est comme si vous sentez que la personne là, les gens qui sont en train de le supporter, ou les organes sont en train de partir avec un autre pays étranger qui est Chad. Donc vous avez déjà dans l'imaginaire de ces gens-là, ça s'est calqué quelque chose de vraiment phénoménal. Ils ont évolué dans un corporatisme qui s'est détaché complètement comme s'il s'agit d'une entité militaire qui donne des leçons au peuple. Un peuple, de ce peuple-là, elle est issue. En principe, les militaires, c'est Chad, même s'ils sont obligés un petit peu de réduire la cadence en matière de réserve, parce que c'est des militaires qui appartiennent à un corps à peu près régi par l'ordre et par la discipline. Mais vous voyez ça. Les gens crient. Bon, même si le Hirak, on peut pas, le Hirak maintenant, il est dans une phase de permanence. Vous savez qu'il fait très chaud. Vous savez que les étudiants sont partis chez eux. Des villes intérieures commencent. Mais certainement, la jonction... Et les étudiants sont là quand même. Hello? Oui, j'ai dit, mais les étudiants, ils sont là aujourd'hui à Béjaïa, à Alger, à Constantine, à Tlemcen, plusieurs villes. Oui, c'est-à-dire là où il y a une interaction, militante à peu près, la grande ville Alger, il y a une interaction par rapport aux villes intérieures qui sont autre chose à peu près. Ce qu'on appelle, c'est pas le même bassin d'habitat, mais disons que les étudiants continuent à manifester. Voilà, il y a des étudiants qui continuent à manifester et de dire Madaniya Mish Askaria. Mais en même temps, face à ça, il y a une situation. Vous avez une revue Al-Jeish qui est tellement revue Al-Jeish qui veut à peu près faire le résumé. Voilà. Karim Younes a une équipe, Al-Hiwar. Il n'appartient ni au peuple ni à l'État. Je ne sais pas à qui il appartient. Encore. Et le dialogue, dans ce dialogue-là, il dialogue avec qui? Monsieur Zouaimia, justement, juste pour rappel, Karim Younes a accordé une interview aujourd'hui à une radio, là où il a justement déclaré qu'il tient toujours à ces mesures d'apaisement et qu'il n'a pas affaire à Gaïd Salah, mais au chef de l'État. Il va lui dire Gaïd Salah de partir, certainement. De toute manière, un dialogue, donc le dialogue s'était établi comme ça. Même Ben Salah a dit que le dialogue, il n'y aura pas de Dawla, il n'y aura pas de Dawla, je ne sais pas, il n'y aura pas de militaire, d'armée.
mais il va dialoguer avec qui? Mais vous trouvez aussi que l'armée, à travers son organe, dicte. C'est ça le problème de ces gens-là. Vous dites, ça veut dire quoi? C'est des gens qui, vous avez invité des gens pour vous organiser des élections présidentielles. C'est ça la terminologie. Ouais. Il y a un leader politique, je ne veux pas le citer, qui m'a appelé. Bon, on a eu une discussion. Un leader politique qui m'a appelé en disant, bon, c'est pertinent ce qu'il dit. Et l'armée campe sur ses positions. Gaïd Salah campe sur position, il a une équipe. Il a cette capacité de nuisance et de fissuration et d'émiettement de la société, même sur le plan social. Les attaques contre la Kabylie sont triplées, quadruplées depuis février. Maintenant, c'est une attaque ouverte. Même s'il y a des Kabyles aussi qui en rajoutent de l'essence pour rajouter la kabylophobie parce qu'ils donnent des leçons aux autres, le scolastisme d'avant. Parce que moi, personnellement, j'ai connu la Kabylie, c'est autre chose. Maintenant, c'est d'autres personnes qui sont en train aussi d'alimenter. Ouais. Mais nous voyons, il y a une fissuration, il y a taqsim, il y a une division, il y a des attaques, il y a une instrumentalisation partout. Donc, comme maintenant, on va organiser le 20 août, Mu'tamar, le novembariyin, le haqiqiyin contre le taghribiyin. Chapeauté par Chourouk. En réalité, c'est une conférence kabylophobe. Ça, on le sait. De toute manière, qu'est-ce qu'il y a actuellement? Il y a une situation, et je vous ai dit que la personne m'a appelé pour me dire, c'est pertinent ce qu'il dit. Il y a une autorité militaire qui campe. Nos moyens, Silmiya, d'accord, on peut continuer. Silmiya. Nous avons peur, dans la situation actuelle, la situation économique, la jonction, ou ce qu'on appelle une synergie de quelques ingrédients qui peuvent faire exploser le pays. Parce que nous savons pertinemment qu'au mois de septembre, d'autres revendications vont se greffer ça, et c'est là où le jeu va se faire. Je suis certain que la situation va dégénérer parce qu'un mouvement ne peut pas, dans le monde entier, continuer comme ça sans que l'autorité militaire obtempère. Il faut maintenant, qu'est-ce qu'il nous est demandé actuellement? Il nous est demandé toujours de dire que les Algériens continuent à manifester bsifa silmiya et démocratie. Restez avec nous, Monsieur Zouaimia. Il faut qu'on avance un petit peu. Restez avec nous. Saïd Akinin, dans le même sujet, mais il faut qu'on avance au sujet justement de Nzar, du mandat d'arrêt international contre Khaled Nzar. Saïd Akinin, sur le même sujet, les étudiants et le Djish, justement la revue du Djish, les détails. Oui, Hussein, les étudiants, juste respect et admiration. Les étudiants, malgré que c'est la période des vacances, malgré qu'il fait très chaud, avec tous les moyens d'oppression, de dissuasion et de manipulation utilisés par le système et ses relais à tous les niveaux. La jeunesse, les étudiants, restent le cœur battant, le poumon, la locomotive qui annonce un avenir prospère. La jeunesse, c'est la vie, comme m'a dit un homme que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, Debo Alem, m'a dit que les étudiants, c'est la vie. Et c'est quoi la vie? Le V, c'est la volonté. Le I, c'est l'intelligence. Et le E, c'est l'espoir. Les étudiants, en effet, c'est la vie contre le système et la mort. D'ailleurs, tout à l'heure, nous allons parler l'un des architectes de la mort. Les étudiants, c'est l'intelligence contre le système, c'est la bêtise. Les étudiants, c'est l'espoir contre le système et le désespoir. Les étudiants, aujourd'hui, ils donnent, ils lancent la dynamique en lui imprimant un sens. L'Algérie de demain, elle sera faite avec ces jeunes. L'Algérie de demain, elle sera bâtie avec ces jeunes qui ont le génie, la conscience, l'intelligence, la volonté, la détermination, la dignité, l'honneur, la force de comprendre les problématiques et de dire effectivement Silmiya, et de dire effectivement
Medenia Machi Askaria. Medenia Machi Askaria, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis l'indépendance, aujourd'hui, c'est le commandement militaire qui a décidé du pays. Que depuis l'indépendance confisquée à aujourd'hui, le peuple est exclu. Et son cœur, les étudiants et la jeunesse ont été exclus. Que depuis l'indépendance... Oui, Saïd. Saïd Aknin. Saïd Aknin. On a perdu Saïd Aknin. On va essayer de le rappeler. Mais on va passer au dernier sujet. Et pour en parler, normalement, j'ai Rachid Msli avec nous. Oui. Maître Msli, bonsoir, marhaba bik. Oui, bonsoir, marhaba. Maître Msli, la télévision algérienne a annoncé au milieu de la journée qu'un mandat d'arrêt international avait été lancé contre Khaled Nzar, l'ancien chef d'état-major et ancien ministre de la Défense. Quelle est votre première lecture à cette déclaration, enfin à ce mandat? Alors écoutez, oui, j'ai appris cette nouvelle aujourd'hui. Écoutez, vous savez très bien, tout le monde sait que le général Nzar est responsable de multiples crimes qu'il a commis depuis 88 lorsqu'il a fait tirer sur les manifestants sur la place des Martyrs où il y a eu 500 morts, et crimes pour lesquels il n'a jamais été poursuivi. Vous savez très bien également que le général Nzar est le principal responsable du coup d'État qui a mené l'Algérie à la tragédie que nous avons vécue pendant 10 années. Bien que le frère Nzar ait démissionné en 93, il a continué à exercer de fait un pouvoir énorme, tant sur l'armée que sur la façade civile du pouvoir. Donc, des poursuites pénales contre le général Nzar sont totalement justifiées, bien sûr pour les crimes qu'il a commis, mais simplement, lorsque j'ai appris qu'un mandat d'arrêt avait été pris par le tribunal militaire, et que les faits qui lui sont reprochés sont une atteinte à l'ordre public et à la sécurité de l'État, ça, c'était chez moi une très grande inquiétude. Dans quel sens, Maître Msli? Alors écoutez, vous savez très bien que le but d'un mandat d'arrêt international est d'obtenir l'extradition d'une personne qui a commis un crime dans le pays qui le réclame. Le problème est que les États de droit ne répondent pas toujours favorablement à des demandes d'extradition ou à des mandats d'arrêt internationaux. Ils ne répondent pas à de tels mandats lorsque ces mandats ont une motivation d'ordre politique. Et ce que je crains dans cette affaire... Monsieur Msli, ne figure pas dans la liste des mandats d'arrêt internationaux, c'est ça? Non, il y a bien un mandat d'arrêt international qui semble avoir été pris par la juridiction militaire. Oui. Ensuite, il y a une procédure, on envoie ce mandat d'arrêt international à Interpol qui va le répercuter sur les polices des pays qui collaborent avec Interpol. Simplement, Interpol, lorsque l'objet du mandat international est politique, lorsqu'il s'agit d'une atteinte, par exemple, lorsque la qualification des faits, eux, sont une atteinte à la sûreté de l'État ou à l'ordre public, les Interpol, normalement, ne donnent pas suite à un tel mandat. D'accord, oui. Parce que la loi, l'article 3 des statuts d'Interpol, interdisent à Interpol de donner suite à un mandat d'arrêt international émis par un pays pour des motifs politiques. Ouais. Et là, ce que je crains, c'est que d'abord Interpol ne donne pas suite à ce mandat. Et plus grave encore, vous savez que les pays européens, par exemple,
n'extradie jamais une personne dans un pays où il est susceptible d'être condamné à mort. Oui. Or, la presse a rapporté aujourd'hui que Nazar risque la peine de mort, évidemment. Le code pénal prévoit la peine de mort pour certaines infractions graves. Et donc, Monsieur Msli, donc si je comprends bien ce que vous dites, c'est qu'il fallait utiliser l'accusation crime contre l'humanité ou crime de guerre. Alors non, pas forcément, pas forcément. Pour donner suite à un mandat d'arrêt international, il peut y avoir des motifs d'ordre de droit commun. Oui. Et je pense qu'il y a suffisamment de motifs pour inculper le général Nazar pour les malversations, pour les détournements d'argent, pour tous les crimes économiques qu'il a commis. Il est à la tête de fortune qu'il a mal acquises. Et un juge peut rendre un mandat d'arrêt pour des faits de droit commun, pour des crimes de droit commun. Et là, de tels crimes, il y a beaucoup plus de chances d'obtenir l'extradition d'une personne lorsqu'il s'agit de crimes de droit commun, de crimes économiques ou même de crimes fiscaux ou même d'infractions fiscales. Si Nazar n'est pas en règle avec le fisc, l'Algérie peut obtenir son extradition sur cette base. Mais le fait qu'une juridiction militaire le poursuive alors qu'il n'est plus militaire et que les faits qui lui sont reprochés pourraient être interprétés comme des faits à caractère politique, il y a très peu de chances que l'Algérie obtienne son extradition sur cette base. Merci Rachid Msli, merci d'avoir accepté notre invitation. Mehdi Bsikri sur le même sujet. Je pense que sur la forme, effectivement, il y a aucun mandat d'arrêt aucun mandat n'est appliqué quand il s'agit par exemple là de l'accusation qui a été citée contre Nazar. À l'encontre de Nazar, c'est complot et atteinte à l'ordre public. En fait, oui. Voilà, justement, ça, c'est une accusation qui ne figure pas dans la liste des mandats d'arrêt internationaux. J'ai tiré cet extrait d'un juriste qui a posté ça sur sa page Facebook. Qu'il en soit remercié. Maintenant, dans le fond, moi, je pense que c'est du cinéma. Voilà, c'est une guerre entre Nazar et Gaïd Saleh. D'ailleurs, qui ne s'apprécie pas depuis belle lurette. Oui. Et puis, comme Gaïd Saleh n'apprécie pas Tawfiq et vice-versa. En fait, voilà, c'est une guerre entre des personnages qui font partie du Donc, si vous voulez vraiment ramener Nazar pour le juger, il aurait juste fallu mettre utiliser une accusation, une autre accusation que celle justement d'atteinte à l'ordre public. Utiliser une accusation qui existe, qui figure dans la liste. Bah oui, c'est pour ça que je pense que c'est du cinéma. Et puis peut-être que, chacun sa lecture, mais peut-être que Gaïd Saleh voulait qu'il reste éloigné du pays, ou là peut-être c'est juste pour une pièce théâtrale. C'est du cinéma. Sincèrement, je pense que depuis même Nazar, Nazar c'est qui? Est-ce que Nazar, il faut rappeler qui est Nazar. Est-ce que Nazar est bénéfique pour la révolution? Bien entendu que non. S'il y a un contre-révolutionnaire parmi les contre-révolutionnaires... les Algériens l'appellent Jazar d'ailleurs. Nazar, il est connu. Oui. Nazar, il est connu depuis les années 2000, depuis les années 88. Donc, Nazar, je pense que... Moi, sincèrement, je ne lui donne pas plus d'importance que cela. Sincèrement. S'il a un problème avec Gaïd Saleh, c'est leur problème. Nous, ce qui nous intéresse... Est-ce qu'on peut associer ça justement aux gens qui disent qu'il y a justement des divergences au sommet de l'État non? Cette histoire de Nazar, Gaïd Saleh? Mais s'il y a il a toujours fait partie du régime. Oui, bien entendu, bien entendu. S'il y a divergence au sein du système, d'accord, oui. Quelle est sa répercussion sur les citoyens et quelle serait la répercussion sur le mouvement populaire? Je pense qu'aujourd'hui, nous devons recentrer... Donc c'est une affaire entre eux, ça ne concerne pas, ça ne concerne pas le peuple, c'est ça? Voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous devons à chaque fois recentrer le débat, c'est-à-dire qu'il y a un système d'un côté et les citoyens algériens de l'autre. Les citoyens algériens sont là et revendiquent la rupture radicale avec le système, la consécration de l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs et l'autonomie des contre-pouvoirs et le respect de la légitimité populaire. Maintenant, concernant le système,
qui essaie de forcer la société pour aller vers des élections présidentielles, déjà le mouvement populaire refuse cette présidentielle. Il la refuse pour la simple raison qu'il y a toujours déjà les symboles du système, ça c'est de une. Deuxièmement, il n'y a aucune garantie pour rassurer les citoyens quant à la transparence et à l'honnêteté de ces élections. Et puis surtout, des élections, c'est-à-dire que si tous les ingrédients et si toutes les caractéristiques pour une bonne élection présidentielle, admettons qu'elles sont réunies, oui. Mais il ne faudrait pas aller vers des élections présidentielles avec l'actuelle constitution. L'actuelle constitution, elle est despotique, elle est dictatoriale. Et l'actuelle administration, oui. Il faudrait une transformation constitutionnelle et institutionnelle avant de parler de toute chose. Voilà, donc... Monsieur Zouaïmia, sur le même sujet, Khaled Nzar, qui dit Khaled Nzar, qui dit des signes noirs, des tueries, des disparus, plus de 200 000 morts, des plein de choses. Hein. De mauvais souvenirs en tout cas. Mais ça c'est idéologique. Ça c'est idéologique. Qui dit des signes noirs dit un ensemble de partenaires, de généraux et un président qui était en exercice. Zarwel, maintenant cette présentation. Moi, ce que je dis, c'est que le mandat d'arrêt international, déjà, il émane d'une entité militaire. Et vous savez que c'est la police, la DGSN, qui fait affaire avec Interpol, parce que Interpol, elle est de statut civil. Donc, et Interpol aussi a la paternité de lancer, si à jamais elle accepte le dossier, et dans le cas de l'Algérie, même des trucs, n'importe quoi, c'est pas Interpol qui va accepter ce mandat-là, ni un pays quelconque européen va s'amuser à arrêter Nzar pour l'envoyer à cause de ces trucs-là. Le plus important dans tout ça, c'est que si on tombe dans une sélectivité Nzar, alors là, on va sissonner, on va diviser le mouvement, ce que Gaïd Salah veut. Et si on divise le mouvement, parce que Gaïd Salah, c'est quoi? C'est que justement Nzar représente pour un courant à peu près la tête, parce qu'ils font abstraction des autres. Donc, voilà, Nzar, il est attaqué. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont trouver une sympathie avec ce Gaïd. Oui. Le problème aussi, il ne faut pas tomber dans ce jeu-là, parce que aussi, c'est que le problème de la décennie noire peut se régler dans une conférence, parce que il y a une responsabilité d'un président, Chadli, en 88, il y a une responsabilité des présidents qui l'ont succédé après, y compris Zarwel, les disparitions. Donc, il faut situer exactement la responsabilité. Mais on n'est pas dans ce cas de figure. On est dans une situation de Hirak qui veut changer le régime. Après, on va à cette situation, on va au cas de la décennie noire pour voir exactement comment procéder. L'autre chose qui est dangereuse pour l'Algérie, parce qu'il y a des gens qui vont applaudir demain, qui est dangereux pour nous en tant qu'entité. Si Khaled Nzar à la belle, c'est le mal de l'Algérie, mais le plus grand mal de l'Algérie, c'est Taoufik, n'oubliez pas. Et la tête aussi, ce n'est pas Khaled Nzar, le processus, c'est bien l'Arbi Belkhir. Il faut pas qu'on se... Parce que c'est l'Arbi Belkhir qui est resté, c'est pas Nzar qui est resté. C'est l'Arbi Belkhir, la tête pensante du processus, de l'arrêt du processus électoral en 92. Mais ce n'est pas... Nzar, c'est un exécutant parce qu'on fait appel à lui, Faïq Chouya. Ce qui va se passer maintenant, c'est la guerre entre Gaïd Salah et Khaled Nzar. Khaled Nzar va répliquer. S'il réplique, il va dire, voilà, j'ai une liste de généraux qui ont tué. Voilà. Il va la transmettre à qui? À la Suisse. Est-ce que personnellement, je n'accepte pas? Pourquoi je n'accepte pas? Je n'accepte pas à ce que la justice suisse s'occupe des généraux algériens. Parce que si on internationalise la question algérienne maintenant avec de tas de généraux, ça ne va pas finir. Et on va trouver encore la France qui va venir au pouvoir algérien, régler pour ceci et régler pour cela. C'est pour cela. Ce qui vient de se passer concernant Khaled Nzar ne nous intéresse pas. Et ce que Khaled Nzar va donner, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'ils ont dit ça avant. Donc, le plus dangereux pour le pays, lorsqu'on se trouve jugé pour une question qui nous concerne, dans un État étranger qui n'a même pas fait passer le dernier sergent israélien pour la tuerie des Palestiniens. Donc, on fait très attention. Ni Khaled Nzar, ni Gaïd Salah. Merci, M. Zouaïmia. On arrive à la fin de cette émission, mais un dernier mot à Saïda Kinin. Saïda Kinin, Khaled Nzar, justement, a répliqué à travers un tweet.
il a un compte Twitter quand même qui lui est apprêté en tout cas. On ne sait pas est-ce que c'est vrai ou pas, mais bon, Khaled Nzar en tout cas n'a jamais démenti, n'a jamais dit que ce compte Twitter n'est pas le mien. Nzar donc il dit que la mafia politico-financière représentée par les Bouteflika et Gaïd Salah continue à agir. Le soi-disant motif de conspiration et d'atteinte à l'ordre public est cité de sa prison par Saïd Bouteflika. Gaïd Salah aurait dû réfléchir avant d'agir. C'est la débâcle en la demeure. Saïd. Vous savez, d'abord, ce qui est en train de se passer rentre dans le cadre de la contre-révolution. Khaled Nzar n'est pas convoqué pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Bien qu'aujourd'hui, je partage la joie des familles de disparus et des familles de 200 000 morts. Khaled Nzar, il lui reste qu'un seul espace, il s'appelle Twitter. Khaled Nzar, il ne clivera pas, ni la société, ni dans d'autres espaces. Khaled Nzar, il est même insupportable dans sa propre famille. Khaled Nzar, c'est un élément encombrant. Il n'est accepté ni en Espagne, ni en France, ni en Suisse. Khaled Nzar doit être condamné pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Khaled Nzar, aujourd'hui, il est convoqué pour quoi? Pour attroupement, pour réunion, il cite Bouteflika, qui a mis à sa disposition un avion en 2000 pour le repatrier comme un petit rat dans un avion en Algérie parce qu'il y a une plainte qui a été déposée contre lui. C'est Bouteflika. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il va nous dire qu'il est opposant à un système. Il fait partie de ceux qui ont mis en place les fondations du système. Il fait partie de ceux qui ont assassiné l'Algérie, assassiné les Algériens, assassiné l'espoir, assassiné la légitimité, assassiné... il a du sang sur les mains, il a des poches maculées de sang. Donc aucun sentiment, non pas par vengeance, non pas par méchanceté, c'est par justice populaire. Maintenant, dire qu'il est convoqué parce que ça c'est le syndrome du traître, il est atteint du syndrome du traître. Parce qu'il était réuni, tous ceux qui étaient réunis, à un certain moment, il avait pris position et c'est lui-même qui a dénoncé. Il a dénoncé les uns et les autres, il croyait qu'il allait sauver sa tête. Et quand il a vu que sa tête n'allait pas sauver, il a fui. C'est ça un homme. ومازال نهضروا عليه كيما كان راجل ولا il faut le conjuguer au présent, au passé et à l'avenir de la poubelle. Et avec tous mes respects à la poubelle. Nzar, oui. s'il n'est pas condamné pour crime de guerre, crime contre l'humanité, sa responsabilité dans la décennie noire, sa responsabilité en 88, c'est du théâtre, c'est pour capter la colère populaire, c'est pour l'essoufflement de la révolution. C'est pour ça que la révolution qui est intacte aujourd'hui, au-delà de certains aspects arithmétiques, l'arithmétique n'est destinée que force du désordre et à la protection civile. Merci Saïd Aknin, merci Atek Saha. On arrive à la fin de cette émission, on a débordé même. Merci Mehdi Bsikri, merci Larbi Zouaimia, merci à Saïd Aknin, merci à M. Rachid Mesli, merci à vous tous. Le peuple uni, le régime fissuré, le régime qui a produit des Nzar, Belkhir, Toufiq Touati, Bouteflika, Ouyahia, Tliba, Gaïd Salah et beaucoup d'autres doit disparaître. Le combattre pacifiquement est une obligation politique, obligation patriotique, une responsabilité historique. Le peuple dit un seul mot, Salam alaikum, Qima Dilana. سامعين شكون هما السرافين شوفوا ذيك الهمية الحجار معون نورية التعليم والتربية هردتهم الاثنين وتخلط في الهوية تاع الجنة
عبد الملك سلالو في التبهليل شحال تحلالو يهضر ما تفهم والو تشكتو كبر الرجلين خلاص الدور ديالو روح تبيع السردين شوفوا شوفوا ذاك العار متبهدل انت حجار بعث الطالع من الدار وحورانا غلقين بعد يومين الغى القرار قالهم كنا خبطين الله يسترنا من ويايا حضر يصالنا في الرايا معاه نسى تعيش هنايا الزوالي مسكين مع اليهود